Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie du goût d'entreprendre avec Annie Kirner de la société Hématopie, spécialisée dans l'aménagement des espaces de travail. Pierre-Yves Révillon vient de nous rejoindre. Vous êtes un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Doris. Alors, partageons l'espace si vous le voulez bien. Première question à notre invité. Alors, vous remettez l'homme au centre de l'entreprise. C'est quand même bien ça qui motive les gens qui s'intéressent à l'éthique d'entreprise. Et vous avez choisi un statut un petit peu particulier qui est le statut de société coopérative de production, une SCOP. Vous pouvez en dire un peu plus à ce sujet ? Oui, ça a été effectivement un choix très déterminé d'être dans ce format juridique, tout simplement parce que ça illustre au mieux nos valeurs, comme vous le dites, et la valeur humaine, elle est fondamentale pour nous. C'est simplement l'idée qu'on est dans un grand partage entre nous quatre, les quatre associés en l'occurrence, un grand partage sur les idées, sur l'engagement, sur nos perspectives de développement, et que par définition, ce qui nous préoccupe le plus, c'est bien le succès des réalisations qu'on produit chez nos clients, et pas forcément de dégager des marges, etc., comme on pourrait l'imaginer dans une version économique plus classique. On est sur une grande préoccupation d'accompagnement au plus juste de nos clients et bien évidemment de pérenniser l'entreprise, mais on sait que ça marche puisque ça fait 20 ans qu'elle est sur place et qu'elle se développe très bien. Est-ce que vous avez eu des demandes particulièrement, j'allais dire, étonnantes, surprenantes en termes d'aménagement ? En termes d'aménagement, tout récemment, justement, on a travaillé aussi pour une SCOP qui est un sous-traitant aéronautique qui s'appelle ARM en l'occurrence, et qui avait envie effectivement de définir une nouvelle usine, l'usine du futur, avec toujours pareil ces mêmes critères, accompagnés dans le changement de la façon de travailler au sein même d'une usine de production, et avec cette envie d'allier performance, toujours pareil, et bien-être, et la plus grande satisfaction de tous sur le lieu de travail, avec une volonté aussi de dégager des espaces de convivialité, d'échange pour ceux qui travaillent plutôt du côté usine, ceux qui travaillent plutôt du côté production des bureaux, et qu'il y ait des lieux de rencontre entre tous ces univers. Pierre-Yves. Sur votre site, il y a une phrase qui m'a interpellé. Vous définissez votre démarche de la façon suivante: transformer un sujet technique en projet humain. Et j'ai compris que vous aviez une démarche très participative, impliquant les dirigeants et les salariés. Alors, comment ça fonctionne ? Il y a le « et » les salariés. Donc, il y a bien, si j'ai bien compris, des dirigeants qui sont interviewés et ensuite un groupe de travail qui se constitue. Vous pourriez préciser un peu ? Tout à fait. Donc, le groupe de travail, déjà, les dirigeants qui viennent à nous, très clairement, sont des gens qui ont déjà une préoccupation très forte du capital humain qui les entoure. Je pense que quelqu'un qui viendrait vers nous avec uniquement une préoccupation technique, pour le coup, de dire sur 1000 mètres carrés, j'ai besoin de caser 100 salariés, et j'ai pas d'autre réflexion que celle-ci. Nous, c'est une démarche technique qui ne nous convient pas et on sera amené à ne pas répondre favorablement. Mais en l'occurrence, ce profil d'entrepreneur ne vient pas vers nous. Et ceux qui viennent vers nous ont un grand souci du respect de leur capital humain, de l'envie de transformer l'ensemble et de pérenniser bien évidemment la structure, d'où la nécessité de performance, on est bien d'accord. Mais effectivement, ce qui se produit, c'est qu'on a ce cadrage de départ pour accompagner la vision d'entreprise, et qu'ensuite le groupe d'usagers peut produire des solutions qui sont inattendues pour l'équipe de direction et qui seront présentées en CODIR. Il y a une restitution qui se fait, en général aussi avec une participation bien sûr du groupe projet, et on rédige une sorte de support qui définit les principes d'aménagement. Donc en général, on peut lister une dizaine de points qui vont être très structurants et du coup qui sont des points qui sont dégagés par les usagers et qui seront ensuite validés par la direction. Le groupe de travail, il est constitué par qui et par qui ? Ah voilà, très bonne question. Vous faites appel à d'autres compétences. Alors, il est constitué par des salariés usagers des espaces. Bien sûr, en général, on demande à ce qu'ils soient représentatifs, à la fois entre tous les services représentés, le maximum, toutes les unités, toutes les grandes tendances d'activité au sein de l'entreprise, mais en même temps, autant d'hommes que de femmes. On respecte un peu la proportion qui est de la pyramide
pyramide des salariés au sein de l'entreprise, autant aussi des anciens que des jeunes recrutés, parce qu'on cherche aussi dans des logiques de transformation à aller devant et puis à pouvoir aussi donner à l'entreprise toute la capacité d'attirer de nouveaux talents. Donc on est sur cette composition-là et on a aussi au sein du groupe de travail la volonté de dire mettons aussi des représentants du personnel ou des représentants CHSCT pour qu'il y ait aussi un dialogue qui commence à débuter avec les instances représentatives du personnel. Ils sont combien dans un groupe comme ça ? Effectivement, la dimension est importante. On peut difficilement être en dessous de 6 parce qu'il faut une forme d'émulation, d'entraînement. On est plutôt aux alentours de 12-15 personnes. Ah oui. Après, au-delà, c'est quand même un petit peu beaucoup et c'est un petit peu plus compliqué. Quelle que soit par ailleurs la dimension de la structure. Quelle que soit la dimension de la structure. Et comment se fait après le lien avec ceux qui n'ont pas participé au groupe ? Est-ce qu'ils ont un moyen de s'exprimer, de réagir ? Alors absolument. On peut être amené à mettre en œuvre des questionnaires au départ, et on propose aux personnes qui composent l'équipe de travail, c'est 12, 10, 15 personnes qui sont avec nous, eux-mêmes d'être le relais envers leurs équipes, envers leur pôle d'activité, pour soit diffuser des questionnaires, soit faire des reportages photos, soit faire des recensements de besoins, par exemple, ça peut être le cas. Et quoi qu'il en soit, nous, à chaque issue de réunion, de groupe de travail, puisqu'il y en aura 5-6 dans le fil du projet, on s'applique, nous, à faire des comptes rendus très synthétiques et très illustrés, en général, pour qu'ils puissent y diffuser facilement au sein des équipes. Et il y a un effet de capillarité qui va se produire et qui fait qu'il y a une information tournante et que tout le monde a connaissance du projet et a aussi son droit de regard et de parole. Pour avoir vécu pas mal de déménagements en entreprise, on sait qu'il y a quelque chose qui bloque souvent, c'est la fameuse résistance au changement, la peur du changement, etc. Comment vous gérez cet aspect-là ? Alors vous avez raison, et c'est un aspect que j'ai pas suffisamment appuyé certainement dans les échanges qu'on vient d'avoir, c'est que l'accompagnement au changement est aussi la clé de succès de tout ça. Donc on s'applique effectivement à déployer à proposer à la direction tout un programme d'accompagnement. Donc on a cité effectivement des interviews, des rencontres, des visites sur site, etc., ces groupes de travail, mais aussi on est très souvent amené à participer à des séminaires d'entreprise qui peuvent débuter très en amont du projet immobilier, purement et simplement. Ça peut être 2 ans avant le projet immobilier, où on va commencer à présenter à une gouvernance quels sont les impacts des nouveaux espaces de travail sur les organisations, vers quoi va l'entreprise de demain. Donc on est plutôt très en amont sur les sujets, avec des participations au CODIR, à la gouvernance, et puis on va participer à des séminaires, faire des World Café, des tables rondes, des tables, des mises en place comme ça, pour commencer par avance à poser un petit peu les jalons du changement. Est-ce que vous avez eu des retours d'expérience justement liés à un réaménagement dans une entreprise ? Est-ce qu'à un moment, pour certains salariés, ça a été un déclic, ça a été vraiment une véritable révolution intellectuelle, mentale ou pourquoi pas physique ou physiologique ? Alors, cette révolution, attention, elle ne fonctionne, elle se perçoit, je pense que s'il y a déjà une révolution en marche au sein de l'entreprise, c'est-à-dire une volonté de transformation, une volonté d'accompagner une vision qui peut être définie à 5 ou 10 ans, avec des choses, une vision clairement exprimée pour les salariés. Ça, c'est évident que c'est la clé du succès. Et l'aménagement ne fait qu'accompagner harmonieusement cette volonté interne. Mais est-ce que vous avez eu des retours ? Les clés de succès, alors le meilleur retour que je puisse vous formuler, ça va être très simple, c'est que dans un groupe de travail, on avait effectivement, et je ne vais pas citer l'entreprise parce que ça a peu d'intérêt, mais c'est réel, on avait quelqu'un du CHSCT qui était plutôt contre toutes les solutions qui étaient avancées par le groupe et proposées, etc. Donc il était plutôt contre, on allait vers des espaces ouverts. Et 2 ans après la livraison des nouveaux bâtiments, lors d'une de nos visites où le DG nous a dit « venez visiter maintenant qu'on est bien installé, etc. » Au niveau de la cafétéria, puisque on passait à travers la cafétéria, ce membre des IRP est venu vers nous en disant, et on était à côté du DG, en disant « écoutez, j'étais très réticent, mais je dois dire c'est absolument génial.
tout marche bien et vraiment je tenais à vous le dire. Donc voilà, c'était pour nous c'est vraiment c'est une clé de succès. Et la clé de succès qu'on a tous les jours, c'est qu'on a plutôt des clients qui nous rappellent systématiquement pour soit mettre en place un nouveau service, soit une nouvelle unité, soit construire un nouveau siège avec eux. Donc on est en général plutôt sur une logique de fidélité avec nos clients. Je pense que c'est une marque de succès. Voilà, Pierre-Yves. Alors, ce que j'ai compris aussi, c'est que la démarche, c'est de traduire dans la géographie finalement de l'entreprise, de ces bâtiments, un mode de fonctionnement, un mode de management. Et il y a un exemple qui m'a pas mal interpellé, l'exemple de l'entreprise Poult, où un nouveau modèle de management très innovant les a conduits à découvrir que leur bâtiment était devenu totalement inadapté. Ils ont fait appel à vous pour traduire ce nouveau mode de management dans les faits. Comment ça s'est passé ? Oui, alors c'est très intéressant ce cas, puisque du coup, on a eu un accompagnement avec Poult un peu surprenant. Effectivement, ils ont un management très singulier, puisqu'ils sont une entreprise libérée, une belle référence en France sur ce sujet d'ailleurs. Et elle est toulousaine, donc c'est assez remarquable. Ça a débuté effectivement par les unités de fabrication sur Montauban, en l'occurrence. Poult, en fait, nous a sollicité très en amont du projet, et on était mis en concurrence avec 2 ou 3 autres partenaires. Et en l'occurrence, Poult s'est plutôt orienté dès le départ vers un fournisseur de mobilier, par exemple, pensant que c'était sa meilleure solution. Mais c'était aussi un collectif interne qui avait défini ce choix-là. Et puis, ils ont débuté la mission avec ce fournisseur. Et au bout de 6 mois, ils se sont rendus compte que ça ne répondait pas à leur sujet. Parce que le sujet, comme vous l'évoquez, c'est la vie qui va à l'intérieur. La vie qui... comment est-ce qu'on peut... Voilà, l'homme. Et c'est pas tant le sujet technique, on en revient à ça. Donc, au bout de 6 mois, ils se sont rendus compte qu'ils étaient plutôt dans une impasse, qu'ils n'avaient pas des solutions qui répondaient et qui accompagnaient bien cette illustration qu'ils voulaient de mettre en scène leur management libéré, et ils sont revenus vers nous, et donc on a déployé de nouveau toute une philosophie d'accompagnement avec une équipe projet bureau qui a été dédiée sur le sujet, et on les a accompagnés pendant 1 an et demi. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer l'effet inverse, c'est-à-dire que un réaménagement des espaces tel que vous le proposez, innovant, ou un chef d'entreprise s'est un peu laissé faire quelque part, peut avoir en retour des effets étonnants ou inattendus sur le fonctionnement et le management de la dite entreprise? Alors, ça participe, mais fondamentalement, en général, c'est aussi lié à la personnalité des managers, hein. À la personnalité des managers, c'est en fait la formule magique. Elle est une addition d'ingrédients, hein. Et nous on apporte un petit peu de sel, un peu de poivre, mais en fait les ingrédients ils sont déjà au sein de l'entreprise. Il suffit juste de relever un petit peu l'assaisonnement, et c'est vrai que notre participation, elle accompagne clairement sur la lisibilité de tout ça. Vous êtes des facilitateurs, exactement, presque plus que des experts finalement. Oui, mais absolument. Oui. Les experts, c'est l'entreprise. Ouais. C'est l'entreprise qui a son expertise et vous aidez à cristalliser les choses. Exactement, on est bien d'accord. Oui, vous avez bien résumé tout ça. À mettre en exergue le meilleur. Exactement. Merci beaucoup. On rappelle l'adresse de votre site internet, on vous trouve facilement sur le net. Je vous laisse. Alors, ematopie.com. Ematopie.com. Merci Pierre-Yves Révillon, merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux pour le goût d'entreprendre sur Radio Présence. Vous souhaitez nous joindre, c'est très simple. entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.